Bonjour tout le monde, je m'appelle Stéphanie Gauthier. Oui, je suis très heureuse de vous souhaiter la bienvenue à cet événement appelé Pour l'amour de la baie et agir à titre d'animatrice de cet avant-midi. Un événement virtuel, une rencontre qui a pour but d'explorer ensemble comment on peut collectivement travailler au-delà de nos frontières et permettre évidemment à notre bien-aimé Baie des Chaleurs de s'épanouir en tous les sens. Baie des Chaleurs, PAG-TAPEG. Ça va nous permettre d'entendre des experts sur l'importance de l'économie bleue durable et de partager ensemble des idées pour assurer la viabilité de notre écosystème dans le futur. Je vais mettre la table sur le contexte du projet et puis parler un petit peu de qu'est-ce que ça veut dire l'économie bleue pour la baie des Chaleurs. Donc, la photo que j'ai mise là, ce sont des jeunes qui ont participé, des jeunes d'Alousie qui sont sur une plage, la plage de Charlot au Nouveau-Brunswick, qui ont participé à une activité nettoyage de plage. Souvent, les jeunes, on les amène faire ce genre d'activité. Ils ont ramassé pas mal de plastique, etc. Et ils sont assis là et ils regardent l'horizon et ils voient le Québec. Et inversement, des jeunes sûrement au Québec ont vu l'horizon du Nouveau-Brunswick. Et cette photo montre comment finalement on est si proche. Parce que la baie des Chaleurs, c'est à peu près seulement 20 km en moyenne, on va dire, de distance entre les deux baies. Elle s'étend sur 120 km et elle fait partie de l'écosystème plus large du Saint-Laurent et de son golfe. Et on est si proche, mais parfois aussi si loin. Les institutions, les divisions administratives sont là et parfois nous éloignent. Donc, quand on a construit ce projet, on avait deux objectifs. On voulait accompagner les communautés et la société civile dans une démarche d'interpellation des pouvoirs publics en français par rapport à la stratégie canadienne sur l'économie bleue. Et l'idée, c'était de dire, pour nous, dans habitants de la baie des Chaleurs, c'est quoi cette économie bleue, dans quelle direction on veut la mener. Et le deuxième objectif, c'était de faire un peu ce que Sylvain expliquait, le maillage entre nos groupes, entre les municipalités et ce qui se passe du côté du Québec et du Nouveau-Brunswick. Et puis, du point de vue de la recherche, pour nous à l'ICAR, c'était vraiment de se dire, OK, on a un discours dominant sur l'économie bleue, très inscrit dans la croissance. Comment ce discours, comment cette économie bleue-là est définie au niveau local? Est-ce qu'on est aussi dans cette vision-là perpétuelle de la croissance? Alors, je vais changer de diapo. Voilà. Donc, oui, c'est un territoire marin chargé de valeurs d'émotion. Avec le texte que nous avons lu, on ne peut pas rester neutre, ça vient nous toucher. C'est des histoires individuelles et des histoires collectives. C'est les peuples de la mer qui étaient là, qui connaissent ce territoire, qui ont évolué étroitement avec la nature et qui ont leurs propres connaissances et leur propre système de gestion des ressources. Et pour réfléchir à l'économie bleue, on ne peut pas passer à côté de ces connaissances-là, selon moi. Anne, je me permets de vous interrompre un petit moment, juste de vous demander de vous approcher du micro. Okay. Certains disent de ne pas vous entendre très bien. Merci. Okay. Là, je vais essayer de... Excusez-moi. Donc, maintenant, qu'est-ce que l'économie bleue? Alors, est-ce que c'est une affaire de gros sous ou est-ce que c'est une économie fragile? Est-ce qu'on va vers l'accélération bleue, comme on entend dans le discours, ou est-ce qu'on va vers la justice bleue? Donc, c'est devenu l'économie bleue un terme pour qualifier les zones côtières et les océans comme des espaces de développement qui offrent aux États côtiers des opportunités d'aller développer des intérêts maritimes, mais de croissance, etc. Maintenant, d'où ça vient ce concept-là? Déjà en 2009, la commission sénatoriale aux États-Unis parlait de cette idée-là d'économie bleue comme étant une opportunité pour le commerce. Et ensuite, on a eu la conférence des Nations Unies sur le développement durable qui a, si vous voulez, a un peu enclenché ce discours-là parce que les petits États insulaires voyaient une opportunité de se distinguer et de pouvoir croître à ce niveau-là. C'était comme un peu une duplication du concept d'économie verte, mais à travers
le milieu maritime, étant donné qu'eux, ils vivaient des questions cruciales au niveau des changements climatiques et que la pauvreté pouvait être un enjeu. Donc, c'était une idée de se développer autour de ces territoires insulaires. Ensuite, il y a eu tout un tas de politiques publiques européens qui ont mis l'accent sur cette économie bleue. En 2012, l'Union européenne a mis en œuvre sa stratégie sur l'économie bleue. On parlait de croissance bleue, des possibilités de croissance durable du secteur marin et maritime. En 2014, l'Union européenne a enclenché encore, je dirais, un niveau au-dessus, l'idée d'innovation dans l'économie bleue pour réaliser un potentiel de création d'emplois et de croissance de nos mers et nos océans. Et là, on vit la Covid. Et là, on est dans les plans de relance. Et dans les plans de relance, aussi bien au niveau canadien qu'européen, c'est l'économie bleue qu'on met à l'avant-plan. Et au niveau canadien, l'été passé, on a eu un processus de consultation publique pour nous inviter à réfléchir à ce que c'était la stratégie canadienne sur l'économie bleue. Et on a, du côté du Québec, une stratégie maritime qui déjà avait posé les jalons de ce que c'était cette économie bleue. Et on a très récemment l'Avantage Saint-Laurent qui porte aussi ce discours-là. Maintenant, si je me place dans la baie des Chaleurs, bon, l'économie bleue, qu'est-ce que c'est? C'est nos activités traditionnelles de pêche, du homard. Pour qualifier si ces activités sont durables, il y a des efforts énormément qui ont été faits pour réduire l'effort de pêche, notamment sur la pêche au homard, avec en réduction le nombre de casiers, les retraits de permis. Donc, on voulait s'inscrire dans cette durabilité-là. On a les activités d'aquaculture, conchiculture au Nouveau-Brunswick, algues qui peuvent être développées de toutes sortes de manières, aussi bien au niveau alimentaire qu'au niveau des biotechnologies. Ça, c'est le gros secteur émergent sur lequel mise beaucoup le Québec, le secteur des biotechnologies qui peut permettre des formes d'innovation au niveau de la pharmacologie, de la cosmétologie, même des avancées en termes de santé humaine. On a le transport maritime, les ports. Est-ce que c'est durable? On peut en discuter. Il y a des efforts qui sont faits, mais c'est quand même des gros secteurs qui ont une grosse empreinte, que ce soit au niveau du bruit, des interactions avec la biodiversité, en termes d'émissions de carbone. Après, on a toutes les activités de récréotourisme qui font partie de l'économie bleue, qui sont intéressantes. On a depuis quelques années le club des plus belles baies au monde pour la baie des Chaleurs. On a des activités de kitesurf, etc. Et ces activités-là de récréotourisme s'inscrivent directement sur des expériences liées à la nature, où la nature, on veut la protéger, la montrer telle qu'elle est belle. Et ça aussi, c'est vraiment le socle en fait, de cette économie. Donc, où je veux en venir avec tout ça, c'est que au-delà donc de ces discours sur l'économie des océans qui serait peut-être un peu trop, selon mon goût, accroché à une idée de croissance, de réussite, d'innovation, de compétitivité, de prospérité, on peut avoir aussi un discours intéressant qui nous situe, qui prend en compte l'équité sociale, etc. Et la stratégie canadienne sur l'économie bleue est très ancrée sur ce discours de la Banque mondiale. Et nous, quand on a invité les gens à participer aux consultations publiques sur l'économie bleue, on a dit qu'il faut absolument qu'elle soit inscrite au service du vivant. Il faut que ça soit le vivant la première chose. Il faut que l'humain ne soit pas à la tête de la pyramide, mais l'humain fait partie de ces interactions-là. Et on a réfléchi, des groupes du Québec et du Nouveau-Brunswick, pour proposer un certain nombre de recommandations par rapport à la stratégie, en faisant en sorte que les enjeux clés des changements climatiques, avec la fonte des glaces, etc., l'augmentation de la température de l'eau, et la vulnérabilité de la biodiversité, ici sur la photo droite, c'est les couloirs les secteurs de navigation pour protéger les baleines noires,
soit vraiment pris en compte. Et on a aussi voulu inscrire notre réflexion dans une perspective d'impact cumulatif, c'est-à-dire qu'on a des grosses industries de part et d'autre de la baie des Chaleurs, les deux grosses industries qui émettent quasiment le plus d'émissions de CO2. On a des problèmes d'eutrophisation d'eau, donc il faut une réflexion globale, holistique, et qui prend en compte la complexité. Finalement, cette idée aussi, c'était de dire, bon, on peut le faire, nous, acteurs de la société civile, ceci dit, on a des frontières qui sont là, qui font que le territoire n'est pas neutre et qu'il va falloir prendre en compte donc, les frontières interprovinciales, les jeux avec le fédéral également. Finalement, ce territoire, qu'est-ce qu'il appelle? Et c'est là, on va pouvoir en discuter par la suite, c'est un territoire qui appelle à la mobilisation, à la coopération, au partenariat. La mobilisation s'est faite historiquement, pas toujours dans un contexte paisible, comme en 2004, quand il y a eu des mobilisations Québec, Nouveau-Brunswick contre l'incinérateur de produits toxiques qui devait s'installer à Belleville sur un territoire déjà très contaminé. Mais cette collaboration s'est faite. Il y avait des groupes du Québec, du Nouveau-Brunswick qui se sont liés, qui se sont associés à toutes les Premières Nations. Il y a même l'Union des pêcheurs des maritimes qui s'est joint au message, c'est-à-dire des pêcheurs, la Société des Acadiens et des Acadiennes du Nouveau-Brunswick. Donc, tout ça pour dire que des fois, la coopération peut aller vers des aspects plus de mobilisation conflictuelle. On l'a vu aussi à travers le pipeline Trans-Canada, Terminal Chaleur, il y a eu des échanges qui se sont faits. Au-delà de ça, il y a des groupes qui travaillent activement dans cet esprit d'écosystème. Donc là, j'ai recensé quelques initiatives. Je sais que vous êtes là, plusieurs sont là parmi nous pour parler de ces initiatives-là beaucoup mieux que moi. Et donc, il y a déjà un partenariat, des mécanismes qui existent pour travailler sur cet écosystème. Et je termine en disant qu'on a affaire à de la complexité. Il faut qu'on mette des mécanismes de gouvernance qui soient plus inclusifs et utilisons des outils dont nos conférenciers pourront nous parler tout à l'heure, tels que la planification des espaces marins, la gestion écosystémique et l'importance de prendre en compte les données probantes dans ce système-là. Et je vous laisse sur cette réflexion. Est-ce que l'économie bleue est une éprouvette du progrès social? Merci. Merci beaucoup, Anne, de ces propos éclairants et engageants aussi qui amènent vers cette discussion qu'on va avoir dans les prochains instants parce qu'on est déjà rendu à la table ronde de cet avant-midi. Donc, 10 minutes par conférencier. On en a 3. Après coup, vous serez appelés à les questionner, à réfléchir, à partager en fait vos élans avec nous. Donc, nos présentateurs proviennent de divers milieux d'expertise et nous partagent leurs perspectives uniques sur les questions suivantes. D'abord, selon votre propre champ d'expertise, comment pouvons-nous assurer la viabilité de l'écosystème de la baie des Chaleurs, PAGTAPEG, et comment le faire aussi dans un contexte transfrontalier comme le nôtre? On débute avec Catherine Lambert-Koizumi, qui a grandi dans les Laurentides au Québec et qui a cultivé un fort intérêt pour la faune et la conservation de la nature. Son parcours universitaire comprend un bac en sciences biologiques, une maîtrise en gestion des ressources naturelles et un doctorat en écologie. Elle a fait plus d'une décennie de recherche dans l'Ouest et dans l'Arctique sur les grands carnivores, les interactions prédateurs-proies et la gestion collaborative avec les communautés autochtones. En 2012, elle est retournée dans l'Est. Elle est entrée dans le monde de la pêche en embrassant le titre de directrice générale de l'Association de gestion halieutique autochtone Mi'kmaq et Malécite. Et sous sa direction, l'organisation est passée d'un seul employé à plus de 12, menant des projets de recherche, de conservation, oui, sur les aires marines protégées, les connaissances écologiques autochtones, les espèces en péril, bien d'autres, évidemment. Donc, tout ça en partenariat étroit avec les 3 communautés pour lesquelles elle travaille fièrement, c'est-à-dire les Mi'kmaq de Gueskapégag, la nation Mi'kmaq de Guespeg et la Première Nation Walla Stagwig Wasibaguk. On l'écoute sur la vision autochtone des relations transfrontalières et de l'économie bleue durable de la baie, Catherine Lambert-Koizumi. Bonjour à tous. Merci Stéphanie pour l'introduction.
Je vais vous partager mon écran. Ce ne sera pas très long. Je vais préparer une petite présentation. Je vais être en mode présentation. OK, je crois que vous... Est-ce que vous voyez bien mon écran? OK, merci. Donc, ça me fait un grand plaisir de venir vous parler des relations transfrontalières et l'économie durable bleue, économie bleue durable de la baie. Je vais tenter de vous donner une vision autochtone aussi bien que possible. Moi, j'ai l'honneur de travailler justement pour la gamme depuis 2012 en collaboration avec nos communautés. J'avais 2 collègues qui étaient intéressés à participer aussi à la conférence avec moi. Malheureusement, ils étaient sur le terrain aujourd'hui. Donc, c'est moi qui va vous faire une présentation. Je dois dire aussi, saluer l'introduction qui a été faite par Tim Leblanc en prélude à l'ouverture de la conférence, parce que certains éléments, peut-être que je vais répéter, mais je vais essayer de passer plus rapidement sur ces points-là. D'abord, par contre, je vais présenter la GAM. Donc, la GAM, c'est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 2012, principalement, en fait, grâce aux initiatives après Marshall. Tim, tantôt, a parlé de l'accord Marshall en 1999, qui reconnaissait le droit au peuple autochtone, dans le fond, les Mi'kmaq et les Wolastoqey et Passamaquoddy, de pêcher à des fins de subsistance convenable. Également, il y avait l'accord Sparrow en 1990 qui reconnaît le droit d'accéder aux pêches à des fins alimentaires, rituelles et sociales. Et donc, c'est en 2012 que la GAM a été créée avec la mission de promouvoir la gestion durable et la conservation des écosystèmes aquatiques et océaniques sur le territoire et les zones d'activité de nos 3 communautés membres, soit les Mi'kmaq de Kaskapéguag, les Mi'kmaq de Gaspé, ainsi que les Malasites de Wolastoqiyik-Wassibekuk, tout en favorisant leurs intérêts et leur participation dans les processus de cogestion et la diversification de leurs activités de pêche et d'aquaculture. Donc là, j'en avais seulement que 10 minutes, donc je ne vais pas aller en détail sur les projets qu'on a dans la baie des Chaleurs. Par contre, je peux vous dire qu'on a 5 axes principaux à la gamme d'intervention. C'est principalement la gestion et la gouvernance, la conservation. Donc, on a des projets sur les aires marines protégées, sur les espèces en péril, par exemple, sur la restauration des habitats côtiers, le suivi aussi des anguilles et des saumons. En termes de liaison, on agit comme liaison des pêches commerciales, mais aussi au niveau de la garde côtière et la liaison entre les communautés et différents ministères gouvernementaux. En ce qui concerne la diversification, nous avons des projets pour diversifier l'économie et les activités en mer de nos communautés, par exemple des pêches expérimentales, au Buxin, aussi des inventaires d'algues. Nous avons fait également de l'aquaculture, des algues marines, le suivi post-saison du concombre de mer, donc après la pêcherie de chaque année. Nous avons également un volet important en formation. Nous avons un bateau école et nous contribuons à former les membres des communautés en ce qui a trait avec les programmes en pêche, en aquaculture, mais aussi en sciences halieutiques. Donc, voici une carte du territoire desservi avec nos 3 communautés. Donc, vous avez la Première Nation Wolastoqiyik-Wassibekuk qui se situe, dont la réserve est basée à Kakuna, donc dans le Bas-Saint-Laurent, mais le territoire traditionnel englobe une bonne partie du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Vous avez également la Nation Mi'kmaq de Gaspé et les Mi'kmaq of Gaskapéguag qui sont basés ici à Gaskapéguag. Donc, je vais vous montrer puisqu'on parle aujourd'hui de la Pectapeg, la baie des Chaleurs, je vais vous montrer, on tombe vraiment dans le territoire du Mi'kmaqi, qui est le territoire, en fait, les 7 districts historiques des Mi'kmaq. Et j'ai encerclé en vert, là, vous voyez le Gaspéguawagi. Dans le fond, ça, c'est le territoire Mi'kmaq qui inclut la baie des Chaleurs. Et si on va plus proche, dans le fond, le Gaspéguawagi, c'est l'endroit, en fait, on l'appelle aussi le Mtigan, c'est le territoire revendiqué par les Mi'kmaq du Gaspéguawagi qui est occupé
interruption depuis des siècles. Au Québec, nous avons 3 communautés dans Gaspé-Guawagi. Donc, c'est Gaspé, Guescapéguac et Listigouche. Et donc ça mène à parler des relations transfrontalières parce que c'est sûr que historiquement, bon, les provinces sont arrivées avec la colonisation, les frontières sont humaines, sont ajoutées au fil des politiques, au fil des ans. Et par contre, le Mi'kmaqui, historiquement, donc c'est un territoire Mi'kmaq, comme on disait, qui est constitué de 7 districts et qui couvre en grande partie, comme vous l'avez vu sur la carte, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, la Gaspésie et aussi une bonne portion du Nouveau-Brunswick, même Terre-Neuve-Labrador et du Maine. Le Gaspé-Guawagi, comme je disais, c'est le 7e district du Mi'kmaqui qui signifie les dernières terres acquises. Des fois, on entend aussi le bout du monde, mais dans le fond, c'est les communautés dans le fond, de la gamme, à l'exception de Listigouche fait partie d'une autre organisation, mais quand même, on travaille avec eux en étroite collaboration et donc, elles y sont situées avec Escapéguac et Gaspé. Qu'est-ce qui est important dans tout ça? C'est que nous, en termes de pêche, les zones de pêche et les bassins versants couvrent les côtes de plusieurs frontières. Puis, à l'occasion, ça peut engendrer une complexité administrative. À la gamme, on travaille étroitement avec les chefs et les conseils des communautés, mais on travaille également pour tous nos programmes avec les ministères fédéraux, par exemple Pêche et Océan Canada, Transport Canada, Environnement Canada, mais on travaille également avec le provincial. Étant au Québec, on travaille principalement avec le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec. Au niveau des pêches et en aquaculture, il y a des différences en termes de gestion. On sait très bien que les animaux, les plantes, les végétaux, les zooplanctons, les poissons mammifères marins n'ont pas de frontières. Donc, selon l'espèce, ils sont gérés par des unités de gestion à petite échelle. Par exemple, on a vu le homard, tantôt les zones de homard qui sont petites parce que le homard a un cycle de vie qui ne migre pas beaucoup, il ne bouge pas beaucoup. Par contre, il y a d'autres espèces, par exemple, les mammifères marins, le thon rouge, par exemple, qui ont des énormes territoires et qui sont gérés à l'international avec des conventions qui impliquent plusieurs pays, Canada, Japon, Europe, des pays européens, le Mexique, États-Unis. Donc, c'est certain que chacune des espèces qui est sujette à des plans de pêche, des plans de culture vont être gérés de façon différente selon la distribution et les mouvements de l'espèce. Pour les espèces anadromes, par exemple, qui partagent leur cycle de vie entre les océans et les milieux d'eau douce, la gestion se fait principalement au provincial au Québec. Même au Québec, le saumon atlantique est géré par rivière. Par contre, donc ça aussi, ça peut impliquer différents partenariats, différentes collaborations, différents permis qui sont requis quand nous, on veut entreprendre des études sur ces espèces qui sont au cœur de la culture Mi'kmaq et Wolastoqey. Pour l'aquaculture en mer, par exemple, on fait l'aquaculture d'algues marines au pied de Pastébiac. Donc, la gestion va se faire principalement au provincial parce que les travaux en aquaculture, les projets en aquicole et les bails aquicoles sont principalement le long des côtes et c'est géré par le MAPAC et non par le MPO. Donc, c'est le cas pour les algues, mais aussi les moules et les pétons qui sont des importantes espèces en termes d'aquaculture et de mariculture. Donc ça engendre un besoin de communiquer entre les différentes juridictions, puis ça fait en sorte que les communautés autochtones, avec toutes leurs activités en pêche et en aquaculture, mais aussi tous les pêcheurs et les agriculteurs, font affaire régulièrement avec le riche milieu administratif et juridictionnel et politique, même de la baie des Chaleurs, qui va faire en sorte qu'on a des interactions avec le Québec, le fédéral, mais aussi le Nouveau-Brunswick. Par exemple, dans le cas de la pêche au crabe des neiges, l'ouverture de la date de la pêche est dépendante de l'état des glaces dans la baie, incluant au Nouveau-Brunswick.
Donc, pour aller vers une économie bleue durable de la baie, Anne Faure a posé plein de questions importantes tantôt, puis je pense que ça sera sujet aux discussions. Mais que j'aimerais souligner ici, c'est Pactapec, la baie des Chaleurs, c'est un écosystème précieux dont la richesse et la vitalité sont indispensables pour le mieux-être des habitants du Gaspé-Guawagi. La baie fournit une source importante de nourriture pour des pêches à des fins alimentaires, rituelles et sociales. Par exemple avec le homard, le saumon, le maquereau, le bar rayé, les coques, le foin d'odeur, des plantes médicinales, etc. Au niveau des pêches et de l'aquaculture, la baie fournit également des emplois précieux puis une économie émergente. On a l'économie, les communautés roulent en grande partie à cause des pêches. Et les pêches sont très, très importantes. Il y a des pêches commerciales très viables en termes de homard, flétan. Il y en a aussi une pêche plus marginale, crabe commun, plie, maquereau, hareng, oursin vert, l'aquaculture des algues, des moules également. Donc, le pétanque aussi, je fais l'aquaculture du pétanque. Finalement, c'est un environnement aussi de vie exceptionnel dont les bénéfices sont outre que l'économique, c'est au niveau spirituel, au niveau de la santé mentale, de la santé physique. Donc, l'écosystème de la baie, je pense qu'il faut garder ça en tête quand on parle d'économie bleue durable. En termes de quelques pistes de réflexion que j'aimerais ajouter aussi, c'est que si on veut collaborer ensemble puis on pense à la survie, le mieux-être de la baie, mais je crois qu'on a certains devoirs à faire. Par exemple, il faut s'informer sur qui sont nos partenaires, avec qui on partage cet écosystème, communiquer entre nous. Il faut se connaître également, savoir quelles sont nos forces, quels sont peut-être nos points à améliorer, comment on peut poursuivre, dans le fond, les prochaines décennies en termes de développement, de projets, de collaboration. Ça mène au point suivant. Je crois que c'est important de créer des accords et des alliances au niveau de la recherche, aussi de la politique et économique, si on veut être plus fort dans un contexte de francophonie mondiale, dans un contexte de reconnaissance des droits autochtones, de réconciliation également. Je crois que c'est très important de créer des accords et pour ça, il faut se parler, il faut se communiquer, il faut se respecter. Donc, je crois qu'il faut mieux se connaître pour établir ensemble une vision globale puis souligner des intérêts communs avec nos partenaires. C'est certain que les intérêts pourront être divergents à certains niveaux, puis il faudra peut-être faire des choix pour quel type d'économie on veut privilégier. Mais étant donné que nous sommes des petites communautés en milieu relativement rural, on est loin des grands centres. Je pense que c'est encore plus important d'investir dans les ressources humaines et dans nos capacités pour s'outiller, augmenter nos capacités, se former les gens des communautés. Les universités, des fois, sont un petit peu loin, mais il y a moyen d'avoir des programmes qui sont à distance. Puis de plus en plus, il y a des programmes en région. On le vit avec l'UQAR, à l'Université de Moncton, ils ont des beaux programmes également. Peut-être penser à avoir des programmes qui se déplacent dans les communautés. Donc, tout ça, je pense que le but ultime, c'est de protéger l'intégrité de l'écosystème de la baie pour assurer la pérennité des ressources et de son environnement pour des générations à venir. On a souvent le concept des 7 générations, aussi two-eyed seeing, donc d'avoir gardé en tête, d'avoir la vision des valeurs autochtones, jumeler les connaissances autochtones, puis les connaissances locales traditionnelles. J'inclus les Autochtones, j'inclus aussi les familles qui habitent tout le long de la baie depuis des générations. Donc, je pense que les savoirs locaux, des pêcheurs, des scientifiques, puis la vision scientifique, c'est important de combiner tout ça ensemble pour arriver à une meilleure richesse et des enjeux, mais d'avoir une vision commune. Donc, sur ce, je vous remercie. Voilà, Liek, Waliwan. Si vous avez des questions, ça me fera plaisir. Ou peut-être ça sera après là, les autres présentations. Merci. Merci infiniment, Catherine. Effectivement, après les 2 autres présentations, vous pouvez garder vos questions ou les écrire si vous ne voulez pas les oublier dans l'onglet de clavardage. Donc, discuter à ce propos-là. Très, très intéressant.
Maintenant, on accueille Roland Cormier, qui a un doctorat de l'Université de Hull en Grande-Bretagne en évaluation et gestion des risques des environnements marins. Il a plus de 40 ans d'expérience en pêcherie, salubrité alimentaire et en gestion environnementale, avec un intérêt axé sur l'efficacité des mesures de gestion et le risque. Actuellement, il poursuit ses intérêts de recherche en sciences de l'efficacité à Pêche et Océan Canada et professeur associé à l'Université de Moncton et poursuit activement des activités de recherche et des séminaires dans différentes universités au Canada, en Europe, en Australie et aux États-Unis aussi. Il est notamment chercheur invité à l'Institut des systèmes côtiers en Allemagne et en politique de planification maritime et membre du groupe de travail en planification maritime et gestion côtière et coprésident du groupe de travail sur l'évaluation des effets cumulatifs pour la gestion dans le cadre des activités de recherche au Conseil international pour l'exploration de la mer au Danemark. Et je dois vous dire que j'en saute beaucoup à part ça. Il nous parle de planification de l'espace maritime, intérêts et enjeux dans un contexte transfrontalier, le cas de la mer Baltique. Roland Cormier, bonjour, à vous la parole. Bonjour, oui, c'était mieux d'en sauter. C'était mieux d'en sauter. C'est ce qui arrive après 40 ans. Merci de m'avoir invité de parler de la planification de l'espace maritime. Dans cette présentation, je vais vous donner un petit peu c'est quoi la planification de l'espace maritime, c'est quoi le contexte de l'économie bleue à l'Union européenne et cette directive qui dirige ou qui dicte au pays d'entreprendre une planification de l'espace maritime pour en finir après sur la mer des Baltiques en particulier. C'est important de comprendre la directive parce qu'en réalité, toute cette collaboration des pays dans la mer des Baltiques, ça fait la même chose la mer du Nord et d'autres, est faite à l'intérieur du contexte de l'Union européenne. Alors, c'est quoi la planification de l'espace maritime? En réalité, c'est une gestion spatio-temporelle des activités humaines. C'est ça que c'est. Pour atteindre plusieurs objectifs. Alors, j'ai tout simplement listé ici des objectifs qui sont purement écologiques, comme on y pense quand on parle de l'écosystème marin, social. Il y a des objectifs sociaux, mais aussi, dans le cas de la mer des Baltiques, des aspects culturels et traditionnels, des activités et en plus l'économie. C'est un processus en grande partie qu'on appelle typiquement en Europe un processus d'élaboration de politique publique. Puis, jusqu'à date, c'est en particulier une approche, l'application, la mise en œuvre par exemple, de politiques sur le développement durable et bien sûr l'économie bleue. Il y a à peu près une énorme quantité de pays qui sont déjà impliqués dans ce genre d'activité. Vous voyez le monde que je travaille avec à différentes places sur la planète. Puis probablement, il y aura à peu près vers 2030, parce qu'il y a des dates limites pour ça en Europe, une trentaine de pays qui sera, plus qu'au moins une trentaine de pays qui seront impliqués dedans. Les origines, c'est vraiment, ça vient du monde de la dégradation, ça vient des inquiétudes de la dégradation environnementale, en particulier en Australie, on se parlait des années 80 de la fameuse grande barrière culturelle, puis qu'aujourd'hui, il y a une multitude d'initiatives qui se fait au niveau international. Faisons le point. C'est pas seulement aujourd'hui, la planification spatiale n'est pas seulement la protection de l'environnement. Ce n'est pas la solution à tous les problèmes, parce que ce n'est pas vrai qu'on peut résoudre tout avec tout simplement une allocation d'un espace. Ce n'est pas nécessairement le processus qui va donner par après l'autorisation des permis, des licences. C'est un processus planifié de façon stratégique. Ce n'est pas le choix final, parce qu'il faut comprendre que dans le temps, une fois qu'on a fait un plan, ça avance, les choses avancent, les choses évoluent, les valeurs changent, les objectifs peuvent changer, autant d'un point de vue économique que social, etc. Alors, ça prend des révisions périodiques. Ce n'est pas seulement mettre des lignes sur une carte, puis on pense qu'on a fait la carte, puis tout fonctionne. En réalité, c'est une approche stratégique de gestion. Puis, il faut trouver un moyen d'intégrer de façon horizontale et verticale tout le processus. Là, je parle les politiques et il y a aussi l'aspect des législations qui sont impliquées dedans. Alors, en particulier, ce que je veux souligner ici, puis je ne vais pas tout prendre la peine de lire le matériel, la participation, elle doit être significative des intervenants. C'est ça qui est important dans ce point ici, surtout en Europe, parce qu'on parle, dans le cas de la mer des Baltiques, à peu près 9 langues. On a tous ces pays ont différentes traditions, ils ont aussi différentes approches de gouvernance et de systèmes de développement de politique publique. Alors, c'est important. Parce que c'est important qu'on ait
que les participants, les parties prenantes font partie de cette planification-là parce qu'on veut s'assurer qu'à la fin du compte, on a des résultats qui vont s'en sortir. Le contexte, le cadre législatif, si vous voulez, c'est une façon de le dire, c'est des directives, ça s'appelle en Europe, qui dit aux pays membres de l'Union européenne qu'ils doivent entreprendre une planification de l'espace maritime. La directive, pour le cadre, vous remarquerez que l'article 1er est en gros la croissance économique, le développement durable des espaces et l'utilisation des ressources marines. Mais vous verrez en dessous que cette directive demande aussi, parce qu'il y a d'autres autorités compétentes qui regardent le plan d'eau, que ce soit n'importe quelle des mers en Europe, bien, il faut aussi garder le côté du milieu marin, l'écosystème marin, les domaines, la qualité de l'eau, la faune, etc., qui doit faire partie qui doivent être intégrés dans cette intégration. En Europe, il faut aussi intégrer les effets terre-mer, autant que ce soit socio-économique qu'environnementaux. Ça fait partie du cadre de planification. Alors, pour vous donner une idée des différences de deux directives, dans ce cas ici, on en a deux. Il y a le cadre, la stratégie pour le milieu marin. Vous verrez à gauche qu'en grande partie de ça, on parle de réaliser et de maintenir le bon état écologique. On a défini les régions dans lesquelles il faut faire cette planification-là. On parle de la mer des Baltiques, l'Atlantique du Nord, la Méditerranée, etc., etc. On a déjà établi quels sont les qualitatifs d'un bon état écologique de façon qu'on ne commence pas à zéro. Et bien sûr, on a la liste complète des caractéristiques, des impacts qu'on doit considérer pour en finir après avec un programme de mesures de gestion qui comprend toute une gouvernance à la fin de la journée. Si on compare ça à l'autre côté, je vous ai présenté 2 minutes pour passer une croissance durable des économies, etc. C'est ça l'article 1er de cette directive, qu'il faut que surtout sur le côté économique, surtout sur le côté activité en mer, on voit qu'il y a une différence entre les deux. La nécessité, c'est d'arrimer les deux directives quand on en fait une publication à l'intérieur d'un État, par exemple, un des États à l'intérieur de la mer des Baltiques, et ensuite dans le contexte transfrontalier. La mer des Baltiques. Alors, voilà le contexte, un petit peu historique, le contexte, si vous voulez, de la politique, la directive du contexte de l'Union européenne, sous laquelle tous les pays membres de la mer des Baltiques doivent travailler. Ce qui dicte en réalité la collaboration que ça doit prendre. Alors, on parle d'à peu près 9 pays qui font le tour de la mer des Baltiques. À l'intérieur de chacun de ces pays, on a différentes juridictions qui font de la planification maritime. Par exemple, en Suède, ce sont les municipalités qui mènent la planification de la côte et non ce n'est pas tout à fait le même mot, mais c'est dans notre contexte, et non les provinces, par exemple, ou non le fédéral, par exemple. Et ça varie énormément entre les différents pays qui font partie de la mer, qui font partie de la mer des Baltiques. Alors, ils ont tous différents processus de planification, de concertation. Ça a pris, parce que ça fait plusieurs années que ça va, cette histoire ici, depuis 2014 que la directive est arrivée. Il a fallu faire cette planification des négociations. Puis là, la problématique qui s'est venue, c'est la cohérence des objectifs. Parlons maintenant coordination. Comment est-ce qu'on le fait? On a 2 grosses organisations dans la mer des Baltiques. Il y en a une qu'on appelle la Commission de Helsinki. Le focus, c'est la protection de l'environnement marin. C'est eux qui œuvrent dans l'évaluation de la pollution tellurique, la pollution de la mer. C'est eux aussi qui s'occupent de se poser des questions sur comment mieux préserver la préservation qu'on dit chez nos collègues en Europe, biologique, l'utilisation durable, vis-à-vis VASAB, qui est sous la tutelle des ministres maintenant responsables de tous ces pays-là, qui sont impliqués dans la planification. Ben, c'est une organisation pour la coopération entre les pays. C'est composé de représentants. Ben là, c'est beau, ça a 2 choses, mais en réalité, là-dessous, il y a une quantité énorme de toutes sortes de comités qui travaillent, soit au niveau communautaire, local, qui est connecté jusqu'à la plus grande échelle. Maintenant, en finissant, parce que j'ai déjà fini le tour de cette question, il y a 2 enjeux qui se jouent maintenant, et c'est ça l'atelier que j'ai présidé il y a à peu près 3 mois passés pour la mer des Baltiques, c'est la cohérence dans les plans, la planification maritime. Il y a une variété énorme de cartes. C'est aussi
Puis là, je fais la différence entre une planification maritime, qui est les activités socio-économiques, et le côté écologique. On a aussi une grande variété de choses qui ont été identifiées pour le bien-être de l'écosystème. Autant que ce soit des zones écologiques, autant que ce soit des zones de protection marine. Le travail maintenant, pour en finir avec cette petite présentation, c'est comment est-ce qu'on va évaluer cette cohérence-là à la fin de la journée? Parce que c'est ça qu'il faut faire. Les pays ont tous leur plan. Comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va s'y prendre pour les mers internes? Parce qu'on a aussi énormément de variations à l'intérieur d'une juridiction d'un pays. Comment est-ce qu'on va amener ça dans le contexte transfrontalier? Une grosse question après, c'est comment est-ce qu'on peut dire qu'on a des équivalences à la façon qu'on réglemente nos activités? Et je vous remercie. Roland, merci infiniment à vous. Très bon vulgarisateur. Simplifier, vulgariser 40 ans à peu près. Merci. On vous lève notre chapeau. Merci. On a déjà des questions ou des commentaires par rapport à ce que vous venez de dire. On les garde à la toute fin, évidemment. On va présenter notre dernier panéliste de la table ronde à l'instant et ensuite, on pourra tous discuter ensemble, évidemment. C'est le but de ce jeu. Donc, enfin, on accueille Alain Deneau, qui est professeur de philosophie au campus de la péninsule acadienne de l'Université de Moncton et membre à Paris du Collège international de philosophie. Ses essais portent sur l'idéologie managériale, la souveraineté des pouvoirs privés et l'histoire de la notion polysémique d'économie. Chez Lux Éditeur, il est l'auteur de Bande de colons, Gouvernance et la médiocratie, ainsi que d'une série de titres sur la notion d'économie, donc économie de la nature, de la foi, économie esthétique, psychique. Il a fait paraître plusieurs essais sur les multinationales, entre autres De quoi Total est-elle la somme et les paradis fiscaux, une escroquerie légalisée chez Éco-Société et Rue de l'Échiquier. On l'écoute sur redéfinir l'économie dans un cadre géopolitique régional comme le nôtre. Alain Deneau, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci beaucoup. Je suis ravi d'être aussi bien entouré ce matin virtuellement. J'ai de la difficulté à aborder le sujet tellement en 10 minutes. J'hésite entre insister sur un point ou parler très vite. Mais je vais peut-être faire un mélange des deux en indiquant peut-être la perspective depuis laquelle je parle. Moi, ma formation est en philosophie, puis dans le cadre de mes activités au Collège international de philosophie, effectivement, en collaboration avec mon éditeur Lux, je mène une recherche sur la notion d'économie. Bon. Et ce qui m'intéresse, c'est de développer un concept d'économie qui affranchit l'économie de ce qu'en ont fait, j'ai envie de dire terriblement, les sciences économiques depuis 200 ans et plus. C'est-à-dire que le mot économie, lorsqu'on en étudie la philologie, c'est-à-dire l'histoire dans les textes, le mot économie appartient à une variété de disciplines et ce qu'en ont fait les sciences économiques relève d'un champ extrêmement restreint. Ce n'est pas que je veux invalider ces usages que les sciences économiques ont fait du mot économie, mais ce n'est qu'un champ particulier. Et là, ce champ particulier a en quelque sorte colonisé la sémantique du mot, de telle sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'on ouvre un dictionnaire généraliste comme le Larousse et le Robert, on n'a droit qu'aux définitions de ce champ particulier-là, alors que le mot économie est central dans des disciplines aussi variées que l'esthétique, la rhétorique, la théologie, la médecine, la biologie, le droit, la linguistique, la philosophie, la sociologie et j'en passe, la métapsychologie et autres. Et j'ai entrepris, moi, de restaurer des significations du mot économie dans un premier temps et dans un deuxième temps de les synthétiser dans une proposition de nature conceptuelle pour qu'on ait, par ce mot économie, une autre signification, d'autres images, d'autres références que celle-là seule de la science économique qui, comme on le sait très souvent, empreinte d'idéologie. J'ai beaucoup apprécié la conclusion de Catherine Lambert Kwazumi, je respectais votre nom, à savoir que l'économie, ce n'est pas simplement le marché, l'argent, la production, mais c'est aussi la spiritualité, c'est aussi la vie sociale, c'est l'esthétique, c'est la psyché, c'est ça l'économie. D'abord, on ne fait pas des métaphores, on n'excède pas le champ lorsqu'on parle d'économie. Ainsi, on parle d'économie, j'aurais envie de dire proprement, lorsqu'on aborde les choses ainsi. Mais bon, ça pourrait mener à un séminaire qui n'en finirait plus. Donc, je vais simplement indiquer que c'est de ce point de vue-là que je parle, d'une part, et d'autre part, d'un autre point de vue qui est celui d'un sujet traumatisé. Donc, je dirais que je fais partie de celles et ceux, de plus en plus nombreuses et nombreux, qui ont basculé dans le
régime du trauma par rapport à ce que annonce notre siècle, en termes écologiques. C'est-à-dire que, bon, je fais partie de celles et ceux qui ne sont plus capables de parler du monde comme s'il était stable. Hein? Et ici, il y a, je veux dire, un adage qui est aux antipodes de cette perspective, je dirais, traumatisée ou traumatique. C'est l'idée qu'on peut jouer sur quelques variables, toutes choses étant égales par ailleurs. Cette idée-là, elle me semble absolument étrangère aux perspectives qui s'annoncent dans ce siècle. C'est-à-dire que non, toute chose n'est pas égale par ailleurs. Au contraire, toute chose bouge. Parce qu'on est face à une perspective multicrise. Il suffit, les rapports du GIEC, qui sont terrifiants, sont timides de l'avis de plusieurs experts rigoureux quant à la perspective qui s'annonce. À savoir que la température mondiale moyenne par rapport à ce qu'elle était au début de l'ère industrielle ne manquera pas d'augmenter de l'ordre de 2, 3, 3,5, voire 4 degrés, ce qui est dramatique et ce qui comporte des changements, mais dire historiques, c'est encore trop faible. C'est des changements universels, je sais, il faudrait trouver cosmique, il faudrait trouver un mot fort pour indiquer à quel point le monde va changer, le niveau des eaux, je veux dire les dômes de chaleur, les incendies de forêt, les ouragans, l'acidification des océans, la migration d'espèces dangereuses, des mutations dans les pratiques agricoles sont à venir. Et donc, on peut parler, si on veut rester scientifique et pas simplement devenir dans un vocabulaire, disons, biblique, d'un changement de paradigme. Il y a en perspective un changement de paradigme et moi, tout discours qui n'en tient pas compte me semble, au fond, traiter d'une étoile morte, au fond, d'un monde qui est déjà en train de se dissiper sous nos yeux, ce qui ne nous empêche pas de le faire parce qu'on est bien dans la lourdeur du quotidien, on est bien dans un présent qui suppose un certain nombre de paramètres, mais force est d'admettre que nous sommes face à un monde qui suppose donc cette perspective climatique qui est dramatique, mais aussi une perte de la biodiversité qui est afférente et qui, elle aussi, a son lot de problèmes. Je vous invite à lire là-dessus l'excellent travail de la journaliste, pour la forme, mais qui, au fond, est une scientifique, qui est Marie-Monique Robin, qui vient de faire une enquête sur la crise sanitaire que nous traversons, en insistant sur ceci à travers beaucoup de lectures et d'entretiens avec des scientifiques de pointe, sur le fait que cette crise sanitaire est liée à la perte de biodiversité, puisqu'on peut vraiment émettre l'hypothèse qu'elle est d'origine animale. Et je ne vais pas vous refaire le topo, mais ce que prédisent la plupart des scientifiques à qui Marie-Monique Robin a parlé, c'est un siècle qui annonce une épidémie de pandémie. C'est l'expression qui est annoncée en raison de la perte de biodiversité. Et ce que font les autorités publiques aujourd'hui, c'est-à-dire restreindre la crise sanitaire a des enjeux d'accès aux hôpitaux et de distanciation sociale, relève de la restriction mentale, si on va aller au fond des choses. Et je pourrais parler évidemment d'enjeux agricoles, la chaîne alimentaire universelle et de perturbations inimaginables. Quand vous estimez, par exemple, en Europe, en quelques années, 30% des oiseaux ont disparu. Je veux dire que il y a 1 million d'espèces qui sont vouées à disparaître si nous continuons comme nous le faisons, et nous continuons comme nous le faisons selon l'IPBES, ainsi de suite. Bon, c'est un deuxième point dont il faut tenir compte s'il s'agit de parler de l'économie bleue dans la grande région de la baie des Chaleurs, étant donné qu'évidemment, ces enjeux mondiaux-là sont d'abord régionaux. Nous les éprouvons d'abord, nous, où que nous soyons. Et le troisième point porterait sur d'autres enjeux qu'on a tendance à marginaliser, et j'y vais très rapidement, c'est une crise annoncée des énergies. Le gaz abondant, le pétrole abondant, je veux dire, cette idée qu'on aura, nous qui sommes drogués au pétrole, qu'on aura toujours accès à ce pétrole-là sous la forme abondante qui est la nôtre maintenant, est une illusion. Aujourd'hui, on va chercher du pétrole désespérément à 3000 mètres sous les eaux, dans la boue, dans des cailloux, on ne sait plus où le trouver tellement les gisements traditionnels ont été épuisés. C'est la même chose pour le gaz naturel et c'est la même chose pour mon quatrième point qui est la question des minerais. C'est-à-dire que très souvent, la transition économique de type écologique dans ses prétentions suppose simplement un déplacement des problèmes, un déplacement de la pollution. C'est-à-dire que plutôt que de, au fond, faire subir à l'atmosphère une charge polluante monumentale, on va déplacer le problème, peut-être en l'aggravant même, en faisant subir au domaine minier
une vaste pression. On sait qu'aujourd'hui, par exemple, pour avoir des batteries pointes, des voitures électriques, des panneaux photovoltaïques, des tours éoliennes, il faut une quantité de minerais pharaonique, quoi. Et ce n'est pas en déplaçant les problèmes que nous allons avancer de quelque manière que ce soit. Donc, si je dis ça, ce n'est pas pour que nous courions croquer dans une capsule de cyanure, voyant qu'il n'y a plus d'espoir. C'est au contraire pour que nous constations deux choses. Et je vais assez vite conclure là-dessus. Constations deux choses. D'abord que ce qu'on appelle la mondialisation néolibérale, l'économie de marché, qui sont des cache-sexe et des euphémismes pour parler du capitalisme, relève d'un régime qui a le cancer. C'est un régime qui est voué à se saborder lui-même et c'est un régime qui est son propre adversaire parce que préconiser le développement et la croissance infinie dans un monde fini est une folie et je crois que l'euphémisme, l'oxymore ou l'espèce de concept désespéré de développement durable ne suffit pas à réaligner les choses pour essayer, au fond, de faire la synthèse ou une dialectique probante entre la croissance qui est éminemment destructrice et la question écologique, quoi. Bon, et ce qui est clair, c'est que la mondialisation elle-même, c'est-à-dire le capitalisme mondialisé, ne peut pas perdurer au-delà d'un certain seuil. Et c'est déjà dans une sorte de désespoir qu'il invente des marchés sous la forme de plateformes virtuelles et d'une consommation effrénée dont on voit bien qu'elle est destiné à se heurter à un mur. Bon, mais je ne peux pas faire la démonstration au-delà, malheureusement, dans les 10 minutes que j'ai sûrement déjà excédées, mais si on postule que la mondialisation capitaliste est déjà, en fond, à bout de souffle et qu'elle se tire tellement dans le pied qu'elle n'a plus de pied ni de balle, on peut se dire que dans cette mutation qui attend le 21e siècle, dans ce changement de paradigme, il y aura étonnamment, dans un jeu d'accordéon, un recentrage de la géopolitique du mondial au régional. Et que la vie régionale, qu'on considère aujourd'hui tellement subordonnée, tellement finalement marginal par rapport aux enjeux nationaux, internationaux, sera, après qu'on ait traversé un sale quart d'heure universel, sera le siège même de la vie publique. Pourquoi? Parce qu'il arrivera un moment, on le vit déjà dans l'Ouest canadien cette année avec le dôme de chaleur, on l'a vécu dans la péninsule acadienne avec les pluies de verglas. Il y a un moment où quand il y a une crise grave, on se rend compte que ce sont les acteurs locaux qui s'entraident, point. Il n'y a pas une force providentielle, fédérale, internationale, onusienne, je ne sais trop, qui arrive et qui secoue tout le monde. Ce n'est pas vrai. On est fondamentalement pris avec qui nous sommes, où que nous soyons, dans les territoires régionaux qui sont les nôtres. Et la politique deviendra le fait de gens qui sont obligés de se reconnaître finalement entre voisins et qui, traversant des épreuves historiques, devront se poser des questions politiques fondamentales du type « Qui sommes-nous? Que voulons-nous? Quelles sont nos dispositions? Quelles sont nos forces? Quels sont nos problèmes? Quels sont nos besoins? Quelles sont nos urgences? Et politiquement, comment nous organisons-nous à cette échelle qui nous échoit, en fait, et qui est celle du territoire où nous sommes nés. Bon, et je pense que cette perspective-là, déjà, elle nous amène à rompre avec une chose qui s'interpose entre nous tous et qui constitue une frontière de plus, en plus de celle que Roland Cormier a énoncée dans un cas qui est un casse-tête, et je suis tellement content de ne pas occuper sa place dans les conseils qui sont les siens, je n'ai pas ce sens diplomatique. Mais, je veux dire, une frontière qui s'impose entre nous tous, individuellement et collectivement, il pèse encore plus que toutes celles qu'on peut évoquer, c'est le marché. Le marché nous sépare de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'une économie locale aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est de dire, moi, je veux vendre en masse du homard, des bleuets, des canneberges à un grand fournisseur étranger qui va ensuite me revendre des tartes surgelées puis je ne sais trop quels produits dans des supermarchés. J'aurais eu un capital qui, moi, comme propriétaire d'une usine ou d'un champ d'exploitation, me
confère un pouvoir d'achat. J'aurais fait de même avec des salariés qui en ont un moindre, mais qui en ont tout de même. Et nous irons chez Tim Hortons, nous irons au Walmart, nous irons au Canadian Tire consommer. Et entre nous, ce qui reste, au fond, comme intermédiaire, c'est le marché. C'est-à-dire qu'on agit en fonction d'un accès au marché. Et cette frontière qui se présente plus idéologiquement comme un lien que comme un écart, mais qui reste un écart formidable, et ce qui nuit à l'organisation politique locale. Et le jour où nous devrons, parce que ce marché s'effondrera, parce qu'il n'est pas viable dans ses bases mêmes, le jour où il faudra que nous transigions les uns avec les autres directement, sans ce filtre du marché, ce sera le jour où nous dirons, bon, ben là, il y a des champs agricoles, qui les récolte, qui travaille, qui en bénéficie, quel est l'apport de chacun, quel est le bénéfice de chacun. Il y a de l'eau, il y a des communautés. Et je pense qu'à ce moment-là, il y aura, une dynamique autour de la baie des Chaleurs qui s'annonce, on la verra, nous, de notre vivant, j'en suis convaincu, et qui sera contrainte, qui sera forcée, mais qui sera peut-être heureuse aussi. Ce sera l'occasion de vivre des moments vivifiants et stimulants. Et là-dessus, moi, je suis de ceux, c'est une idée que je lance depuis quelques années ici, qui préconise pour organiser ce palier régional-là qui est manquant, surtout du côté, je dirais, acadien. Parce qu'il y a un petit peu les MRC au Québec qui peuvent être un point de départ, bon, même s'il faut les investir politiquement. Là. Moi, je milite dans l'optique des biorégions depuis quelques années pour la création d'un parti politique multimunicipal et pan-régional. C'est-à-dire que le même parti politique présente des candidates et des candidats dans toutes les élections municipales, du côté du Québec comme du côté de l'Acadie, avec un même programme, une sorte de forum, et qu'ils deviennent une sorte d'instance au fond, parallèle, non pas au sens de quelque chose qui vient contrarier l'autre, mais qui vient organiser sur un plan régional les politiques publiques. Souhaitons que les DSL en finissent pour articuler un rapport politique qui soit en phase avec l'avenir qui nous attend. Merci de votre patience. Merci infiniment, Alain. D'ailleurs, il y a un participant, Jean-Daniel Savard, qui dit qu'il doit quitter pour un autre meeting, mais qu'il vous trouvait véritablement excellent. Et je dois dire que je partage votre optique de traumatiser de la question climatique. Je m'exprime moins bien que vous, ceci dit, mais très intéressant ce changement de paradigme proposé et cette concertation. Tim, j'aimerais inviter les gens à nouveau à nous poser des questions dans l'onglet discussion. Il y a Tim Leblanc-Murphy, justement, qui mentionnait tantôt quand on discutait avec Roland Cormier que dans l'exemple de la mer Baltique, avec 2 seules provinces et 2 langues officielles ici dans la baie des Chaleurs, le travail transfrontalier devrait être assez simple. Là, si on se compare, on se console, disons ça comme ça. Sinon, est-ce qu'il y a d'autres observations, d'autres gens qui aimeraient partager? Aucun dans le chat pour l'instant, mais je vous invite à laisser. Sinon, on n'est pas un grand groupe. Vous pouvez ouvrir votre micro aussi. Oui, absolument. Vous pouvez participer de vive voix si vous voulez poser des questions à nos panélistes, si vous avez envie de commenter. Oui? Est-ce que je peux poser? Je veux juste poser, c'est pas vraiment une question, mais je veux juste faire un commentaire en partie de ce que Alain vient de nous jaser. J'ai vécu en Europe une dizaine d'années que je passe mon temps, que ce soit en Méditerranée ou dans la mer des Baltiques, la mer du Nord. Il y a une chose que je remarque entre l'Europe et, je vais parler du Canada, tiens, dans ce contexte-là, c'est qu'il y a beaucoup plus d'appartenance régionale autour d'un plan d'eau, localement, que ce soit, quand c'est tout à l'heure, je vous ai dit, c'est les municipalités qui font de la planification. Pouvez-vous imaginer qu'à la quête se mettre ensemble avec Chandler puis toute la patente, puis on planifie la baie des Chaleurs? Pense à celle-là. Beaucoup plus de cette façon de regarder les choses en Europe que chez nous. On dirait que chez nous, on tombe sur la juridiction, la ta-ta-ta-ta-ta, puis là, je ne dirais pas dans cette direction-là, parce que c'est un débat qui ne finira pas. Mais c'est pratiquement culturel en Europe. Tu sais, vous savez, vous pouvez acheter un fromage qui est fait localement, vous pouvez boire le fameux vin, on parle de la France, l'Italie, l'Espagne, même l'Allemagne, parce que j'ai vécu là, mais vous avez ça partout.
que ce soit la cuisine, les traditions. On planifie pour des trolls en Suède. On planifie pour les monstres de la mer en Islande. Ce sont des traditions culturelles qui datent de très longues années. Mais ça fait partie de ce contexte de planification-là. Je voulais juste vous soulever cette petite différence culturelle. Je ne sais pas, Alain, tu es probablement beaucoup plus au courant que ça que moi. C'est juste une observation que je fais au pif là-dessus. Ça fait partie de nos grands défis. À votre avis, Alain, vous voulez poursuivre? Ben non, Romain est tellement mieux placé que moi pour en parler, puisque en Europe, j'ai étudié, j'ai vécu dans les grandes villes, donc j'ai pas connu. J'étais dans le cosmopolitisme à l'époque. Et aujourd'hui, j'essaie de me nettoyer de ça dans la péninsule acadienne. Moi, j'aimerais ajouter dans cette discussion comme consommatrice. C'est ça, on a une belle baie, on a de la pêche, on a les algues, on a une variété de poissons, on a une variété de fruits de mer. On arrive à l'épicerie, ça vient du Pérou, ça vient de la Chine, ça vient de l'Inde, tous ces produits-là. Donc, il y a un gros problème là. Tu sais, on développe puis on développe nos ressources, on est riche en ressources, on les pêche ou on a des usines, on ne les transforme pas vraiment, on les emballe puis on les envoie à l'extérieur. Donc, moi, je trouve que ça, c'est un gros problème. Je pense que ça mérite réflexion, puis ça mérite, quand si on parle de marché, puis si on parle d'économie, on fait la pêche pour qui finalement? Est-ce que c'est pour nous ou bien est-ce que c'est pour la planète? Tout à fait, Doris, et ça fait du pouce sur ce que Tim a écrit dans le chat que je me permets de vous livrer verbalement. À quoi ressemblerait une industrie de pêche sur la baie, principalement axée sur une consommation locale et basée sur les seuils de ce qu'on peut supporter, de ce que peut supporter l'écosystème? Est-ce que ce serait viable économiquement? Comment définir pêche de subsistance et comment se libérer des accords de libre-échange internationaux? Gênez-vous pas d'interagir. Et puis, à cela, en fait, pour répondre à ces questions-là, il y a Lucille Doiron qui dit « Quand les gens réaliseront vraiment que l'argent ne se mange pas, ce sera possible, mais difficilement avant ce moment-là. » Quelqu'un d'autre? Catherine, oui? Oui, mais moi, qu'est-ce que Doris mentionnait, j'ajouterais peut-être, en fait, nous, à la Gamme, c'était une de nos préoccupations aussi, puis on a parti une petite entreprise, c'était les communautés maintenant qui l'ont pris en main, ça s'appelle Salaweg, mais dans le fond, l'objectif de ça, c'est de valoriser les produits pêchés par les communautés, puis de les vendre, dans le fond, les transformer en mets préparés, puis qu'on les vend localement. Donc, ça, je pense, c'est une petite initiative parmi tant d'autres. Il y a aussi l'éco-certification du homard, par exemple, qui permet la traçabilité, puis d'aller chercher ça, c'est partout dans la baie des Chaleurs, là, homard Gaspésie, mais je crois que au Nouveau-Brunswick aussi, ils l'ont fait. Donc, je pense que des initiatives comme ça de traçabilité puis d'encourager de manger local, c'est vraiment important parce que ça demande vraiment, comme Alain l'a souligné, un changement de paradigme, de mentalité. On est comme vraiment, c'est la mauvaise voie, la mauvaise traque depuis plusieurs années. Mais si on en est conscient puis on en parle, je pense qu'il y a de l'espoir, mais il y a beaucoup de changements à faire. Puis c'est pas parce qu'on achète un homard dans toute l'année qu'on a réglé notre problème non plus. Là. Donc, c'est un gros problème, je pense aussi. Merci, Catherine. Dans le clavardage, il y a Antoine Bonhomme qui dit « Est-ce que vous pensez que la régionalisation des enjeux environnementaux pourrait être une façon d'accélérer la transition nécessaire pour réduire les impacts des changements climatiques? » Est-ce que quelqu'un qui a envie de se lancer là-dessus? Il y a Mireille Chalifour qui a levé la main. Mireille? Oui, en fait, moi, je voulais partager, on vient de l'amont, je suis dans l'organisme de bassin versant Matapédière Restigouche. Et on a eu, avec les Restigouche, on a eu des rencontres qu'on fait depuis 2014, qu'on appelle Restigouche Salmon Summit, où on réunit les pêcheurs de Restigouche, on réunit les camps de pêche au niveau du saumon, où c'est vraiment un organisme ou une organisation, on essaie vraiment de se mettre tous ensemble. Et souvent dans cette organisation-là, mais tout est en anglais. Puis en ce moment, c'est parce que ça me frappe en ce moment beaucoup, parce que
Je vois, oui, la francophonie, c'est important. Puis je vois aussi, c'est nos 3 solitudes que je dirais, là, que souvent que j'appelle au niveau de la baie des Chaleurs qu'on a à vivre. On a cette régionalisation-là, mais on a comme nos 3 solitudes, en plus des divisions qui sont là. Alors, c'est comment de réunir ça. Et dans cet événement-là, donc, tout est en anglais ou on y va pour le Mi'kmaq et les communautés francophones, ben, ils sont à côté. Et c'est une piste de réflexion aussi, comment unir justement ces solitudes-là pour se mettre en force là-dessus. Et un constat aussi d'un chercheur qui faisait une observation sur les communautés. Il regardait les communautés autochtones qui étaient en effervescence. Il y a tellement de jeunes dans les communautés autochtones. C'est une abondance incroyable, tandis que nos communautés à nous sont vieillissantes. On est dans un autre aspect aussi au niveau socio-économique, au niveau développement, qui fait qu'il faut comprendre cette richesse qu'on a de part et d'autre et qui va être à prendre en place. Donc, je mets ça dans la pensée, en fait, là, au niveau de l'enjeu et la régionalisation de mon constat de l'amont. Merci. Bravo à tous. Mireille, de ce constat. Est-ce que ces tensions linguistiques, culturelles sont autant présentes autour de la mer Baltique, M. Cormier? Aïe, 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 ça ne vaut même pas la peine de répondre parce qu'en réalité, c'est l'enjeu. Une petite anecdote, si vous me permettez. Je parlais dans le domaine, en utilisant, je vais traduire le concept d'une politique des objectifs de planification, les objectifs généraux ou généraux qui ont été établis pour la planification, ensuite les objectifs spécifiques et les résultats escomptés, avec des collègues en Suède. Puis le groupe, il y avait à peu près le même nombre de personnes comme vous autres. Puis moi, je parle en anglais, goals, objectives and expected outcomes. Dans cette conversation-là, parce que la langue anglaise, c'est la seule façon qu'on peut se parler avec la gang qui est là. Puis il y a une madame qui m'a dit, elle dit, là, je viens de comprendre pourquoi ce qu'on ne comprend pas. Elle dit, nous, on a un seul mot pour les 3. Alors, la grande majorité du temps, la collaboration est empiétrée par le fait qu'on s'exprime dans une langue qui n'est pas la nôtre. C'est ça la mer des Baltiques à la fin du monde. On a des Polonais, des Allemands, des gens de Latvie, Estonie, en Ouaidan, la Finlande. Avez-vous déjà essayé de comprendre la Finlande? Le finlandais qui est complètement différent du suédois ou le Danemark. Alors, souvent, c'est un enjeu important pour la simple raison que c'est que ça complique la compréhension. Qu'est-ce que tu me dis et qu'est-ce que moi je veux dire, puis tu m'as-tu compris, puis l'autre ne l'a pas compris, puis il l'a compris à l'envers. Puis c'est pas vrai que c'est une traduction simultanée qui peut régler ça. Alors oui, c'est un enjeu significatif, sans parler des aspects culturels de chacun de ces pays-là. Quand on est en Pologne, on mange de quoi de différent quand on se connaît au Danemark, etc., etc. Alors, il y a cet aspect qui se joue en plus. Pour revenir un petit peu à la conversation de la mondialité, de la façon qu'on vend notre poisson partout, ça c'est vrai en réalité, c'est pas bien loin de 90 à 100% est sorti du Canada. Ce qui arrive, si je prends la mer des Baltiques, c'est ben là, c'est la saison des asperges. Puis j'en trouve partout. C'est la saison de l'éperlan au printemps. Ils appellent ça des Stint en Allemagne. Puis là, tous les petits restaurants, puis tout, oui, non, c'est tout là, on a ça à vendre dans les restaurants, on a un spécial à soir, tu peux aller manger, puis les éperlans qu'ils font là-bas, c'est identique à ce qu'on fait à Caracat, c'est frit dans de l'huile, ça ressemble. Tout ça pour dire, le consommateur cherche à une culture, la consommation, à une certaine culture pour manger les choses locales, pour chercher les choses locales. Puis ceux qui les produisent, ben, c'est de promouvoir, ben, c'est pas de promouvoir, c'est de dire, nous, là, on a de la belle saucisse en Bavière, puis elle est vraiment différente de l'autre saucisse qui est là. C'est ça qu'on ne voit pas ici. On achète dans les grands mains, puis les grands marchés. En tout cas, je vais me taire, là. Excusez. C'est tellement vrai. Un jour, j'avais des cheveux et j'avais fait une tournée canadienne militante, là où on était dans une caravane, puis c'est la première fois que je traversais le Canada, de Montréal à Vancouver, c'était en 1999 pour résister contre les politiques de l'OMC à Seattle, la fameuse manif de 1999. Et j'avais été surpris de voir à quel point l'urbanité dans tout le Canada se ressemble.
C'est uniforme, Ah oui. un point incroyable. C'est-à-dire qu'on pourrait prendre des photos de toutes sortes de villes et on ne saurait jamais, alors qu'en Europe, ce n'est pas le cas du tout. Mais c'est vrai qu'on s'éloigne. Je voudrais seulement dire par rapport aux questions qui ont été soulevées, ça, c'est un point que je vais soulever simplement pour qu'on essaye de se situer dans un état d'esprit adéquat avec le siècle. Nous, modernes, pour le dire brutalement, nous, modernes, depuis la Révolution française et la Révolution américaine, nous sommes racontés que la politique, c'est l'histoire de la volonté. C'est l'histoire de la souveraineté, c'est l'histoire des délibérations, hein, et que quand des peuples s'organisent, même si on a fait une critique sociologique de la chose en disant qu'il y a des oligarques ou des classes sociales dirigeantes et puis des subalternes, mais qu'avec des révoltes, avec des mouvements sociaux, le peuple on est pesé sur le cours historique des choses, on a continuellement, à gauche comme à droite, orienté la pensée autour de la décision. Or, ce qui arrive en ce siècle ne relève plus des décisions. Il y avait une question sur la viabilité économique de ceci, sur le libre-échange, sur la consommation, etc. Tout ça va changer de fait. Il n'y a personne qui va délibérer, là, comme il n'y a personne qui a délibéré sur la crise sanitaire. Et j'aime beaucoup quand, dans son livre sur la violence, Hannah Arendt, à un moment donné, se sent obligée de redéfinir des concepts politiques parce qu'elle en a assez de la confusion. Puis elle redéfinit des mots comme pouvoir, puissance, violence, force, qui ont trait à la vie politique. Et quand elle parle de la force, elle se permet un emprunt au français, même si son livre est écrit, je crois, en anglais à l'origine, et elle dit la force des choses. Elle dit, en politique, il y a un pouvoir qui existe, qui est la souveraineté de l'histoire elle-même. C'est que l'histoire arrive avec ses problèmes sur lesquels on n'a pas délibéré, et elle arrive même avec ces espèces de choix, si on veut, si on redevient biblique. L'idée, c'est de dire que ce qui nous attend aujourd'hui, ce n'est pas une affaire qui regarde notre libre détermination du monde. Le monde, ce n'est pas une pâte qu'on pétrit à sa guise. Le monde, là, il est dans un énorme ressac par rapport à tout ce qu'on a fait subir aux vivants. Il y a un retour là, qui est extrêmement puissant, dont on a seulement vu pour l'instant la bande-annonce. Et l'heure est d'abord et avant tout, je pense, à élaborer un travail d'anticipation qui soit juste pour, et là, ça c'est ma proposition, vraiment anticiper une concentration de la géopolitique à l'échelle régionale dans un contexte de crise grave. Là, on va se demander comment on se nourrit, comment on se loge, comment on se soigne. Et c'était quoi, là, mon arrière-grand-mère, qu'est-ce qu'elle faisait? En sachant aussi que la science ne nous fait pas reculer au stade du village acadien. C'est-à-dire que la science, aujourd'hui, elle nous permet dans la permaculture, dans l'habitation locale, des méthodes, des modes, des procédés qui sont nouveaux et qui sont écologiques. Et donc, ce n'est pas de dire on va revenir à, mais c'est d'être en phase avec ce qui va surgir par la force des choses et de se poser des questions dans cette optique-là. Merci Alain, c'est toujours super intéressant. On va simplement accélérer un peu parce qu'on va procéder à une pause dans quelques instants, mais je voulais simplement surligner quelques trucs qui ont été énoncés dans le chat avant de se laisser à une pause santé. Lucille Doiron dit « Il nous faut une nouvelle façon d'exprimer la valeur créée par nos écosystèmes. Les monnaies, currency, ne reflètent pas la vraie valeur de ces richesses-là naturelles, à mon avis, et je partage cet avis aussi. Surtout avec l'inflation actuelle, ça devient très difficile de mettre un prix sur nos richesses naturelles. Alors, voilà. Puis, il y avait eu quelques chiffres qui avaient été nommés plus haut, juste pour être certaine que tout le monde les a attrapés. C'est Anne Fauré qui disait, pour parler de nos produits de la mer, en 2018, 81% des produits de la mer du Québec ont été exportés, alors que 89% des produits marins consommés au Québec ont été importés chez nous. Mm-hmm. Donc, des chiffres assez frappants de non-sens, quoi. Alors, voilà. Puis Tim qui nous dit qu'il a toujours trouvé intéressant comment plusieurs produits de la mer, comme le homard, étaient la nourriture des pauvres à l'époque. Et maintenant, c'est complètement le contraire. Un homard à 20$. Là-dessus, eh bien, on procède à une courte pause, mes amis, parce qu'on veut vous retrouver plein de pep à compter de 11h, en fait, ou midi, heure du Nouveau-Brunswick, pour les groupes de discussion. Donc, 15 minutes pour sortir, prendre l'air, vous délier les jambes, vous faire peut-être un Xème café en vue du dernier droit de cette rencontre d'aujourd'hui. À tout de suite.